Bienvenue sur cette vidéo. Je suis Didier Magiroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intégration fiscale. Le régime de l'intégration fiscale est régi par les dispositions des articles 223A à 223U du Code général des impôts. Dans le cadre d'une intégration fiscale, une société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés appartenant au même groupe. Lorsque l'intégration fiscale est verticale, ce qui est le cas le plus fréquent, le groupe est alors formé de la société mère, seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de ses filiales. Plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale. Ce régime présente par ailleurs des avantages et des inconvénients. Cette vidéo fait un point sur les conditions de l'intégration fiscale ainsi que les conséquences qui peuvent découler de sa mise en place. Commençons par les conditions à respecter pour mettre en place une intégration fiscale. Une intégration fiscale peut être mise en place entre une société mère, qui peut être une holding animatrice de groupe, et des filiales soumises à l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun. Ces sociétés peuvent être soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés en France. La forme juridique des sociétés ainsi que la nature de leur activité importent peu. Certaines sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime de l'intégration fiscale dans la mesure où une partie de leurs résultats échappe à l'impôt sur les sociétés. C'est notamment le cas des jeunes entreprises innovantes ainsi que des sociétés de capital risque, sauf exception. Par exemple, les jeunes entreprises implantées dans une zone franche urbaine. À noter qu'une filiale étrangère d'une société française ne peut pas entrer dans le périmètre d'intégration. C'est différent si la société a un établissement stable en France. Dans ce cas, en effet, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés en France à raison du résultat dégagé par cet établissement. Cela étant, il convient que l'exercice comptable des sociétés concernées coïncide. Cet exercice doit être d'une durée de 12 mois. La durée de l'exercice peut être modifiée dans certains cas. Il convient par ailleurs que le capital de la société mère ne soit pas détenu à 95% ou davantage par une société passible de l'impôt sur les sociétés. Il est toutefois possible que la société mère française soit détenue par un groupe étranger à plus de 95% ou par plusieurs sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés si aucune d'entre elles n'atteint individuellement le seuil de détention de 95%. Ou à plus de 95% par une société française non soumise à l'impôt sur les sociétés, par exemple une société civile. Le capital social des filiales doit en outre être détenu directement ou indirectement à 95% au moins par la société mère. Cette détention doit être continue durant tout l'exercice. Si le seuil de 95% est franchi en cours d'exercice, la filiale pourra être incorporée au titre de l'exercice suivant. Le seuil de détention de 95% correspond à la détention en pleine propriété de 95% des droits de vote et de 95% des droits aux dividendes. À noter que le régime de l'intégration fiscale suppose une option, laquelle doit être exercée par la société mère. L'option est valable 5 ans, puis se renouvelle par tacite reconduction par période de 5 ans. Il sera fait observer qu'il est possible de n'inclure dans le périmètre de l'intégration que certaines filiales, à l'exclusion d'autres, même si ces dernières sont détenues à plus de 95%. Pour être intégrées fiscalement, les filiales doivent donner leur accord. L'option doit indiquer la liste des filiales intégrées et être accompagnée de leur accord formel à leur intégration. Passons à l'imposition du résultat d'ensemble. La société mère détermine le résultat d'ensemble du groupe intégré. Seule la société mère bénéficie de la qualité de redevable de l'impôt pour l'ensemble du groupe intégré. En pratique, chacune des sociétés du groupe intégré commence à établir la déclaration de ses propres résultats. C'est l'article 223B du Code général des impôts. Dans un second temps, c'est à la société mère de déclarer le résultat d'ensemble du groupe intégré. En cas de contrôle fiscal, l'administration est en droit d'auditer les déclarations de résultats de chacune des sociétés du groupe, ainsi que la déclaration d'ensemble du résultat. Pour déterminer le résultat d'ensemble du groupe, il convient d'additionner les résultats de chaque filiale membre du groupe. La société mère doit réaliser des retraitements lors de la détermination du résultat d'ensemble.
L'idée est de réaliser une compensation entre les bénéfices et les déficits des différentes entités formant le groupe intégré. À noter que les cessions d'immobilisation intragroupe sont exonérées d'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de cession de titres de participation entre entités du même groupe, une quote-part de frais et charges de 12% est imposée. C'est l'article 223F du Code général des impôts. Cette quote-part est également imposable lorsqu'une société du groupe cède des titres de participation à une entité qui ne fait pas partie du groupe. À titre d'exemple, si une société du groupe cède des titres de participation à une autre société du groupe et réalise à cette occasion une plus-value à long terme de 100 000 €, le montant de la quote-part de frais et charges s'élèverait alors à 12 000 €. 100 000 € fois 12%. À noter par ailleurs que les abandons de créances et les subventions consenties entre sociétés intégrées du même groupe ne sont pas neutralisés pour la détermination du résultat d'ensemble. Cela étant, la société mère est en droit d'imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable les crédits d'impôt dont bénéficient les filiales. S'agissant des déficits, il est interdit d'imputer ceux antérieurs à la période d'intégration sur les résultats du groupe. Ils restent isolés au niveau des filiales. Ils ne sont ainsi imputables que sur le résultat individuel de la filiale et non sur le résultat d'ensemble. Les déficits ultérieurs sont toutefois imputables sur les résultats du groupe. Il sera en outre fait observer que les distributions intragroupes qui ne relèvent pas du régime mère-fille sont neutralisées à hauteur de 99%. Quoi qu'il en soit, la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés qui est dû sur le résultat d'ensemble du groupe. Toutefois, chaque société membre du groupe reste tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'une filiale cesse d'être intégrée, des mesures de neutralisation sont rétroactivement remises en cause. En particulier, les plus-values internes deviennent imposables. De plus, les abandons de créances et les subventions sont réintégrés. La filiale sortante ne peut plus également déduire de ses résultats ultérieurs les déficits subis durant la période d'intégration. Ils sont déductibles au niveau de la société tête de groupe. La filiale concernée peut être indemnisée à ce sujet si une telle indemnisation est prévue dans la convention d'intégration. Vous souhaitez en savoir plus sur l'intégration fiscale? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalo.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de droit et de fiscalité patrimoniale.